Soyez les bienvenus sur notre chaîne Astronature 49 pour suivre nos éphémérides du ciel en ce mois de novembre 2025. Au programme ce mois-ci, nous vous parlerons de deux comètes dont l'observation sera encore possible en ce début de mois de novembre. Puis nous évoquerons ensuite la pluie d'étoiles filantes des Léonides qui sera au maximum dans son activité au milieu du mois. Puis nous nous dirigerons vers la planète Uranus, qui passera à l'opposition vers la fin du mois. Enfin, pour conclure nos éphémérides, nous vous dévoilerons les pépites que nos chers astronomes amateurs ont choisi de vous partager ce mois-ci. Je souhaite donc la bienvenue à Mathieu et Robin, qui vont nous fournir des détails importants sur ces événements et nous partager leurs conseils d'observation. Donc, je voudrais commencer ces éphémérides du mois de novembre en évoquant l'observation de plusieurs comètes actuellement visibles dans notre ciel, qui, comme vous le savez peut-être, ont fait l'actualité du mois dernier. Certains d'entre vous l'ont d'ailleurs fait remarquer de manière très justifiée, et j'estime bien qu'il est encore temps de nous rattraper, puisque leur observation est encore possible en novembre. Donc, nous allons en l'occurrence parler de deux d'entre elles, la comète C 2025 A6 Lemon et C 2025 R2 Swan. Je laisse tout d'abord Robin nous parler de ce qu'il est encore possible d'observer dans le cas de la comète Lemon. On va mettre le cap sur cette comète. Alors bon, vous la connaissez peut-être parce que effectivement, on en a beaucoup parlé le mois précédent. Mais cette comète-là, c'est une comète donc qui porte le nom de Assis Lemon parce qu'elle a été découverte par le Mount Lemmon Survey en janvier 2025. Donc ça porte son nom. Et donc, elle va atteindre son. Alors, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, mais elle va atteindre son périhélie, donc c'est-à-dire le moment où elle est le plus proche du Soleil, le 8 novembre. Alors, bon, ça peut dépendre aussi. Mais alors, comment observer cette comète finalement? Et même si on veut la photographier, comment on peut s'y prendre? Alors bon, on a déjà peut-être un petit peu l'expérience avec d'autres comètes. On pense à Neowise qui était vraiment splendide. Et si vous vous rappelez, bah, ça sera un petit peu les mêmes méthodes. Mais déjà, une comète, c'est quoi? On considère que c'est un noyau de glace. Bon, après, ça peut être constitué de différents matériaux, différents éléments, qui vont, en s'approchant du Soleil, eh bien, la comète va fortement accélérer. Et donc, du fait des différents vents solaires et des rayonnements du Soleil, eh bien, ça va provoquer ce qu'on appelle la sublimation de la matière. Alors, on dit que la matière se sublime. On ne parle pas du côté esthétique, mais on parle d'une transition de phase, c'est-à-dire un changement de l'état de la matière qui va passer de l'état solide à l'état gazeux. Parce qu'on sait que habituellement, sur Terre, par exemple, on parle plutôt d'évaporation, hein. Donc la matière solide, par exemple un bloc de glace, va d'abord fondre, passer à l'état liquide, puis s'évaporer. La sublimation, c'est quand le matériau passe directement de l'état solide à l'état vapeur. Et principalement, c'est lié à l'absence d'atmosphère dans l'espace. Donc, en fait, cette matière-là va se sublimer, passer à l'état gazeux, à l'état vapeur, et va provoquer dans son sillage ce qu'on appelle une coma, une queue de poussière, de matière d'éléments vaporisés, qui va former cette queue de poussière. Et ça va globalement être strictement dans le sillage, dans la trajectoire de la comète. Et on pourra aussi distinguer une autre queue, ça s'appelle la queue ionique, qui est, elle, euh, on va dire, dans l'axe des rayons du Soleil. Donc c'est pas forcément, les deux queues ne sont pas forcément alignées, et on peut voir justement son évolution au fur et à mesure du temps. Donc comment observer cette comète? Alors elle sera assez lumineuse, elle sera même visible à l'œil nu. Alors bon, j'espère pour vous que au moment où vous allez l'observer, sa luminosité n'aura pas trop diminué. Euh,
Mais globalement, il est encore temps. Alors, je vous invite à regarder sur des sites internet ou même sur Stellarium, des logiciels de carte du ciel, en les mettant bien à jour, c'est très important, pour bien connaître sa position et sa magnitude. Mais globalement, cette comète sera assez intéressante, mais elle sera assez basse sur l'horizon ouest, sud-ouest. Mais alors, comment faire pour l'observer? Si vous avez la possibilité de l'observer à l'œil nu, bah, ça vous aidera pour la repérer. Mais si vous n'arrivez pas ou que sa luminosité a trop diminué, vous pourrez vous munir d'une simple paire de jumelles en vous éloignant des villes, évidemment, pour favoriser, essayer de voir le plus facilement possible cette comète. Donc, euh, bon, vous pourrez simplement aller en dehors des villes et puis vous habituer à l'obscurité. Donc voilà, pensez à prendre des vêtements chauds, encore une fois, de prendre tout ce qu'il faut, peut-être un siège incliné parce qu'elle sera assez basse sur l'horizon, mais ça peut être intéressant d'avoir une chaise de camping ou autre. Donc voilà, vous devriez la voir. Et si vous avez l'intention de la photographier, ce qui peut être aussi très très intéressant, ça peut être vraiment on peut avoir des bonnes compositions en photographie avec ce genre de comète, notamment avec un objectif avec une grande focale pour, euh, pour aller avoir un phénomène de compression des plans, comme on peut peut-être avoir sur la Lune, mettre des compositions comme des arbres, des bâtiments, et avoir la comète qui paraît extrêmement grosse comparée au bâtiment. Et ça, c'est lié à la forte focale. Alors bon, si vous avez un téléobjectif, c'est bien, mais vous pourrez aussi la photographier avec un objectif grand angle. Ça pourra tout à fait être possible. Mais évidemment, la comète sera beaucoup plus petite dans le champ d'image. Donc voilà. Si vous êtes maîtrisez la photographie de ciel profond, quoique c'est des techniques un petit peu différentes pour les comètes, mais vous pouvez tenter de faire un empilement cométaire pour vraiment révéler les détails présents sur les différentes queues. Donc on a déjà vu des photos, enfin, vous avez peut-être déjà vu sûrement des belles, magnifiques photos qui sont passées sur le net. Et ben, vous pouvez aussi le faire si vous avez du matériel d'astronomie avec une monture équatoriale, un appareil photo, ça sera tout à fait à votre portée. Euh, il n'y aura pas besoin d'avoir un suivi exceptionnel, puisque la comète ne se déplace pas à la même vitesse que les étoiles, dans le sens où vous pourrez vous mettre à la vitesse sidérale, mais la comète va quand même se déplacer. Donc c'est après, quand vous allez faire de l'empilement, qu'il faudra, et c'est des méthodes, je vais pas forcément tout détailler ça, mais où il faudra faire un alignement sur la comète. Alors évidemment, vu qu'elle se déplace à une vitesse différente, les étoiles, elles, auront un filet d'étoiles, évidemment. Mais après, on a la possibilité d'empiler les deux, aussi bien le fond de ciel que la comète, et puis après de faire une photo composite. C'est possible de faire ça. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements sur cette comète-là en direct, parce que voilà, ça peut évoluer assez rapidement, euh, vous pouvez aller sur le site theskylive.com et donc vous pourrez trouver différentes comètes et notamment Assis Lemon. Donc ça peut être assez intéressant. Vous aurez aussi une section qui vous permettra vraiment de visualiser la comète, la trajectoire de cette comète, vraiment à proprement parler dans le système solaire. Donc c'est vraiment bien pour avoir une idée un petit peu de toute la mécanique céleste qui est en jeu avec ce visiteur. Voilà, et maintenant la deuxième comète dont nous voulons vous parler, Swan. Eh bien Mathieu, que peut-on en dire? Alors, je vais essayer de faire assez rapide tout en vous donnant quand même un maximum de détails. Alors, pour situer le contexte, tout d'abord, en fait, elle s'est approchée au plus près de la Terre le 20 octobre 2025 à moins de 40 millions de kilomètres. Et provenant en fait des confins du système solaire, eh bien, elle s'est approchée du Soleil à la distance minimale de 75 millions de kilomètres ce 12 septembre 2025. Donc, il y a un petit peu moins de 2 mois. Alors, retournant désormais d'où elle est venue, son retour n'est attendu que dans 653 ans. Alors attention, ce chiffre est encore affiné
Ça fait très peu de temps que la comète est découverte. Donc, des observations sont encore en cours, notamment pour tenter de savoir quelle est exactement sa période orbitale complète. Voilà, donc 653 ans, avec une marge de quelques années, voire même quelques décennies au moment où je vous parle. Donc, pour avoir les derniers chiffres à jour, n'hésitez pas à vous référer à des documents spécialisés voilà, qui vous donneront sans doute un chiffre plus à jour que les miens. En tous les cas, sa luminosité décroît logiquement, et puis avec une magnitude actuelle qui est observée à plus 6,3. Alors, au moment où je vous parle, hein, donc là, nous sommes le 26 octobre 2025, au moment où on effectue l'enregistrement de ces éphémérides, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, il est grand temps de l'observer, si ce n'est déjà fait. Et en cette première semaine de novembre, eh bien, elle se retrouve dans le ciel du soir, plein sud, dans la constellation du Verseau. Alors, elle n'est pas visible à l'œil nu, et puis de toute façon, son observation reste assez compliquée, de par la pleine lune qui est autour de sa phase pleine. D'ailleurs, de ce fait, même si ce n'est pas idéal d'ailleurs parce que la comète s'éloigne chaque jour un petit peu plus de nous, il vaudrait mieux attendre plutôt la deuxième semaine de novembre pour être tranquille du côté de la pollution lumineuse de la Lune. Alors, le minimum syndical pour pouvoir observer cette comète, c'est vraiment la paire de jumelles. Qu'est-ce que vous y verrez? Pas grand chose d'exceptionnel. Une tache relativement petite, assez floue, et surtout, pas de queue visible. Alors, pour voir la queue, bah là, il faut passer en mode photo. En fait, il n'y a pas le choix, il faut faire l'astrophoto. Et là, effectivement, vous allez peut-être pouvoir commencer à détailler sa queue, bien que la queue reste assez timide et va être de plus en plus timide au fur et à mesure que la comète s'éloigne du Soleil. Donc, en photo pose longue, il faut aussi considérer un autre paramètre, qui est que son déplacement est assez rapide sur le fond de ciel. Donc, pour la réjection ensuite des photos, notamment au moment de l'empilement, ça va être assez restrictif. Voilà, et je vous parlais je vous parlais de queue de comète à l'instant. Bah, en fait, comme la comète s'éloigne du Soleil, eh bien, elle avance dans le sens de sa queue. Et ça, éventuellement, si vous arrivez à mettre en évidence la queue de la comète sur vos photos, eh bien, vous allez pouvoir peut-être suivre justement le déplacement de cette comète dans le sens de sa queue en créant peut-être une animation. En tous les cas, quoi qu'il en soit, sachez que bon, les observateurs à l'hémisphère sud sont quand même privilégiés parce que la comète sera un petit peu plus haute dans le ciel que nous ici dans l'hémisphère nord. Sachez que cette comète, c'est un peu une comète surprise parce qu'elle a été découverte par un astronome amateur ukrainien. C'est assez rare pour être souligné quand même que les amateurs puissent faire de telles découvertes encore aujourd'hui. Le monde professionnel s'étant développé considérablement et suffisamment pour quadriller le ciel avec une précision et une qualité telle qu'il y a très peu de trous dans la raquette pour ne pas faire ce genre de découverte. Là, en fait, on a bénéficié d'un contexte assez favorable du fait que la comète, lorsqu'elle a été découverte, elle était à proximité du Soleil. Donc, effectivement, on était justement dans cette configuration de trous dans la raquette du réseau professionnel, si bien que les professionnels n'ont pas pu l'observer plus rapidement. Voilà, donc découvert par un astronome amateur ukrainien, donc ce 11 septembre 2025. Ça veut dire que ça fait moins de 2 mois que cette comète a été découverte. Pensez-y lorsque vous aurez l'occasion de l'observer. Voilà, et puisque nous sommes sur ce thème des comètes, il ne vous aura sans doute pas échappé aussi qu'une troisième d'entre elles a fait également l'actualité dernièrement, puisque son origine est probablement extrasolaire. Il s'agit de C 2025 K1 Atlas, aussi visible par les moyens amateurs, et sur laquelle, eh bien, j'espère, nous pourrons revenir dans nos prochains éphémérides. Nous passons maintenant à cet événement qui a lieu le 17. Il s'agit du maximum d'activité de la pluie d'étoiles filantes des Léonides,
Alors, cette pluie de météores, elle est active à partir du 6 novembre et donc elle atteint son pic le 17. À quoi est-ce qu'on peut donc s'attendre, Robin, cette année pour le maximum? Bah, on est sur un petit peu une tradition chaque année. Ces pluies d'étoiles filantes reviennent tous les ans à peu près vers la même période. Et donc, comme tu l'as dit, Nathan, le pic sera dans la nuit du 16 au 17 novembre. Et pourquoi, Nathan, tu as dit 17 novembre? Parce que les Léonides, c'est une pluie d'étoiles filantes qui se constitue dans la constellation du Lion. Et le lion, à ce moment-là de l'année, se lève en deuxième partie de nuit, c'est-à-dire bien après, enfin pas bien après minuit, mais après minuit. Euh, donc ça se passera le 17 novembre, du coup. Donc cette pluie d'étoiles filantes, elle est toujours causée par enfin, la même comète, en l'occurrence, tous les ans. C'est issu par les débris, les poussières de la comète 55P Tempel-Tuttle. Et donc, bien cette année, bah, encore une fois, c'est un peu difficile à l'avance de dire combien de météores on aura par heure, mais on a déjà eu des cas où ça se transforme en véritable tempête, en tempête de météores. Donc, on espère évidemment que cette année, on aura le droit à une magnifique tempête, mais rien n'est garanti. Donc encore une fois, hein, pour observer, choisissez un endroit dépourvu de pollution lumineuse. Et puis ça peut être l'occasion voilà, de mettre le nez dehors, bien couvert évidemment. Et il risque de faire un peu plus frais en novembre. Donc voilà. Euh, si vous voulez les prendre en photo, ben, assez classique, hein. Faut prendre un appareil photo avec un trépied et puis faire des pauses assez longues. Mais encore une fois, comme c'est quelque chose qui est un petit peu imprévisible, que ce soit sur la quantité de météores par heure ou même leur position, même si on connaît la position du radian, qui sera dans le lion à l'est, donc ça sera assez bas, hein, quand même, mine de rien. Ça va se dérouler en deuxième partie de nuit, mais évidemment ça va monter jusqu'à la constellation du Lion va monter en hauteur jusqu'à l'aube. Donc voilà, mais au moment vers minuit, la constellation du Lion va à peine se lever. Donc ça sera assez bas sur l'horizon quand même, sauf si vous êtes très courageux et vous faites une nuit blanche. Donc, euh, donc voilà, ça peut être un essaim assez dynamique, donc bah, faudra rester attentif. Et ça peut être encore une fois l'occasion de sortir le nez dehors et puis de profiter du ciel d'automne, qui est vraiment très très joli à voir. Voilà donc une pluie d'étoiles filantes, ouais, voilà, toujours intéressante à observer à l'approche de l'hiver, en espérant bien sûr que le temps soit de la partie. Nous allons terminer avec ce dernier événement, donc le 21, c'est l'opposition de la planète Uranus. Alors la planète sera à son point le plus proche de la Terre et parfaitement visible toute la nuit. Alors comment se préparer au mieux pour observer la planète et peut-être obtenir de belles images? D'abord, savoir où se situe Uranus. C'est vrai que c'est pas une planète qui est très très facile à observer. On commence à monter un petit peu en livelle. En fait, Uranus là se trouve dans la constellation du Taureau. La constellation du Taureau, vous la connaissez peut-être de par son étoile principale, qui est l'étoile plutôt rougeoyante qu'est Aldébaran. Aldébaran, en fait, c'est une étoile supergéante rouge qui arrive plus ou moins en fin de vie. Et puis aussi par le fait que cette constellation possède, au niveau de ce qu'on représente comme la corne de la constellation du Taureau, l'amas ouvert des Pléiades, autrement appelé Messier 45 ou M45. Et en fait, Uranus, eh bien, elle se trouve à environ quelques 4 degrés de l'amas des Pléiades. Et d'ailleurs, elle doit transiter pile entre cet amas et l'étoile Aldébaran l'année prochaine, donc en 2026. Alors, de par sa magnitude légèrement inférieure à plus 6, en fait, elle est techniquement observable à l'œil nu, mais comme je vous le disais tout à l'heure,
C'est pas si simple que ce que veut bien dire le papier. Il faut quand même déjà de bons yeux, hein, être un observateur aguerri, savoir où chercher, et puis surtout avoir un ciel bien noir, évidemment, bien noir et bien transparent pour arriver à la distinguer à l'œil nu. Alors à défaut, bien sûr, une paire de jumelles aidera au repérage. Donc pour constater sa vraie nature, c'est-à-dire en fait un disque planétaire de couleur plutôt bleu-vert, bon, qui reste malgré tout uniforme, hein, dans l'ensemble, un petit télescope sera indispensable. Euh, bon, l'observation n'étant peut-être pas trop votre truc, je vous propose de faire de la photo, tout simplement, de vous adapter à l'exercice de la photographie. Euh, on va faire tout ce qui est plus simple, c'est-à-dire de pouvoir révéler Uranus sans que vous ayez un matériel parfaitement sophistiqué. Donc vous n'avez pas besoin d'un télescope ou d'une lunette quelconque, juste un boîtier photo. Allez au pire votre smartphone, c'est possible aussi, hein, pourquoi pas. Si vous avez un bon smartphone, après tous les smartphones les plus récents aujourd'hui ont des capteurs avec une grande sensibilité. En tout cas, un boîtier photo avec un objectif de courte ou moyenne focale. Et l'exercice consiste à rentrer dans le champ à la fois Uranus, la planète, et l'amas M45 des Pléiades pour avoir vraiment un joli cadre. Et en fait, donc j'ai rentré un petit peu tous ces paramètres là dans un calculateur. Et donc, en fait, il s'avère qu'avec un APN au format APS-C, muni d'un objectif de 135 mm de focale, eh bien, c'est possible d'avoir les deux dans le même champ. Voilà, donc si vous avez en dessous, si vous avez un objectif inférieur à 135 mm de focale, c'est parfaitement accessible aussi, hein, bien sûr. Tout dépendra évidemment de la qualité de votre ciel et puis de la sensibilité de votre capteur, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc faites des pauses relativement longues, le plus long possible, bien sûr, enfin en fonction du ciel et puis de la focale. N'oubliez pas que plus vous posez longtemps et puis plus le ciel va se déplacer en fait par rapport à vous. Donc si vous êtes sur un trépied fixe, limitez-vous au maximum à 30 secondes de pause et beaucoup moins si vous avez une focale de 135 mm. Là, on est sur les temps de pause de l'ordre de quelques secondes seulement. Voilà. Mais en tout cas, simplement pour vous dire que c'est parfaitement possible. Et puis, bah, peut-être que vous pourrez à la fois mêler l'observation et la photographie planétaire avec un petit peu d'observation et de photographie du ciel profond. Voilà donc la perspective de réaliser encore de belles observations de la planète. Et d'ailleurs, eh bien, si vous êtes plutôt porté à l'observation ou à l'imagerie planétaire, sachez que notre chaîne YouTube contient une playlist exclusivement dédiée à ce sujet et traitée en profondeur par Mathieu, ici même donc notre référent. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, et c'est le moment de découvrir donc les pépites du mois. Et donc, on va commencer par toi, Mathieu. Donc, tu as choisi de nous présenter un objet du ciel profond bien connu. De quoi s'agit-il? Mais en fait, j'en ai parlé tout à l'heure en évoquant effectivement l'opposition d'Uranus. Comme en fait Uranus passe à l'opposition, qu'elle se trouve à peu de choses près au niveau des Pléiades, bah, en fait, on peut dire que l'amas des Pléiades, M45, passe aussi à l'opposition d'une certaine manière. Donc, c'est le moment idéal pour observer cet amas des Pléiades. Alors, c'est l'un en fait des amas les plus beaux, l'un des plus beaux amas ouverts, visibles à l'œil nu. Alors, le vrai défi que chacun peut se lancer, c'est de savoir combien d'étoiles de cet amas il est en capacité d'observer. Alors, certains en verront 5, d'autres en verront 7, d'autres encore 9. Tout dépend de votre acuité visuelle et puis évidemment des conditions d'observation. Privilégier bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, un ciel bien noir. Les plus expérimentés et évidemment les moins bigleux en verront encore plus que 9. Mais bon, c'est un vrai exercice que tout le monde peut réaliser sans l'aide d'aucun instrument. Alors évidemment, dans une simple paire de jumelles, l'amas devient absolument grandiose.
Et plus l'ouverture augmentera, plus nombreuses seront les étoiles observables. Notez que l'amas est associé à une nébuleuse diffuse par réflexion qui est appelée nébuleuse de Tempel, mais qui n'est en fait véritablement accessible qu'aux astrophotographes, et ce, dès les plus petites focales, mais en considérant des temps d'exposition relativement longs. Donc ça fait un peu la continuité de ce dont je vous parlais tout à l'heure dans le contexte de l'opposition d'Uranus. Alors bon, sans compter que le traitement des images ne sera pas facilité par la brillance des étoiles de l'amas, mais quoi qu'il en soit, celles qu'on appelle aussi les sept sœurs, eh bien, vous tiendront compagnie durant tout l'hiver. Merci Mathieu d'avoir mis en valeur cet objet du ciel profond. Ciel profond qui, soit dit en passant, mériterait d'obtenir une plus grande attention dans le cadre de nos éphémérides, lacune que nous allons bien évidemment essayer de combler dans les mois à venir. Notez aussi que cet amas des Pléiades fait l'objet d'une vidéo que vous pourrez retrouver sur notre chaîne sous la playlist Le ciel profond au fil des mois. Alors, nous allons passer maintenant à la pépite qu'a choisi Robin. Alors, la dernière fois, tu nous avais mis l'eau à la bouche avec un livre. Alors, ce mois-ci, eh bien, de quoi s'agit-il? Eh ben oui, du coup, moi, ce mois-ci, le mois de novembre, je vais décider de vous parler de deux événements distincts. Un que je connais et un que je ne connais pas. Euh, c'est deux événements qui vont se dérouler dans le Grand Est. Et le premier, c'est un événement qui s'appelle les RCANE ou les RCAN. C'est un peu dur à dire. Mais c'est un événement qui est organisé par la Société Lorraine d'Astronomie qui vise à, voilà, c'est un événement interclub, donc tous les clubs d'astronomie du Grand Est sont conviés à cet événement. Ça se passera du samedi 8 au dimanche 9 novembre, donc début novembre, mine de rien, Mhm. où les clubs d'astronomie du Grand Est sont conviés, ou même les visiteurs, pour participer à des conférences, des expositions, et puis simplement des observations aussi, si la météo le permet. Il y aura des grands noms, enfin des grands noms, des noms assez importants, majeurs de l'astronomie. Euh, donc ça peut être intéressant de faire ces rencontres là aussi, puis de discuter astronomie. Donc moi je n'y suis jamais allé, ça sera la première fois cette année. Donc ça peut être intéressant. Si vous habitez dans le Grand Est et puis particulièrement en Lorraine. Et un autre événement que je fais depuis maintenant plusieurs éditions, c'est le festival de la photo animalière à Montier-en-Der. Donc cette fois-ci qui se trouve en Haute-Marne. C'est un des festivals de la photo les plus connus, mine de rien, parce qu'il dépasse en termes de fréquentation le festival de la photo à Paris. Et bon, principalement, historiquement, le thème, c'était un thème sur la photo animalière, ça l'est toujours. Donc si vous y allez, vous allez pouvoir observer et puis contempler de magnifiques photographies animalières. Mais cette année, le thème, c'est photo nature nocturne. Donc évidemment, l'astronomie et l'astrophotographie sera évidemment bien mise en valeur. Donc voilà, si vous avez l'occasion de passer dans la région ou de faire le déplacement, parce que voilà, je pense que ça vaut le coup de faire au moins ce festival une fois dans sa vie. Eh bien, n'hésitez pas. Alors moi, j'exposerai avec mon association d'astronomie, donc n'hésitez pas à me rendre visite si vous passez aussi. Donc voilà. L'invitation est donc lancée pour ces deux événements. Merci à Robin de nous avoir parlé de ces événements. Avant de conclure donc notre émission, eh bien, nous vous présentons comme chaque mois une photo du ciel réalisée par l'un de nos astronomes amateurs. Et ce mois-ci, eh bien, nous avons choisi de vous présenter cette mosaïque de la Voie lactée avec 5 tuiles de 20 poses de 9 secondes, donc 3 minutes par tuile, sur trépied réalisé donc par notre ami Robin. Le premier plan est un compositage avec le monument sur la colline de Sion que l'on peut voir, et la Voie lactée eh bien, est exactement au même endroit ce soir-là.
On peut également observer que le ciel est couvert d'un phénomène atmosphérique incroyable, donc une lueur filamenteuse rouge-vert est clairement visible sur l'horizon. C'est ce que l'on appelle l'air glow. Et puis enfin, eh bien, la pollution lumineuse qui est visible sur l'image montre aussi l'impact qu'elle peut avoir en réduisant peu à peu la visibilité des étoiles et des détails de la Voie lactée. Un grand merci à tous, à toutes et à tous de nous avoir suivis une nouvelle fois lors de ces éphémérides de novembre. Nous espérons que le temps sera favorable et que vous pourrez profiter d'agréables soirées, voire nuits, à l'observation de ces différents objets dans le ciel ce mois-ci. Bien évidemment, nous nous retrouverons le mois prochain pour le partage de nouveaux phénomènes astronomiques intéressants. Et en attendant, c'est un bon ciel que nous vous souhaitons.